On est ravis de faire cette édition numéro 3 du Disrupt sous le signe de l'optimisme. Alors, on verra qu'il y a une incidence, l'optimisme n'est pas venu comme ça, il n'est pas venu par hasard. Chaque année, on est un petit peu plus nombreux. J'espère que vous avez été bien accueillis par notre équipe marketing. Oui, on va vous applaudir. Voilà, allez. C'est notre jeune équipe marketing sous la houlette de Fred Lemaire, qui est là. Voilà, félicitations. Très, très beau dressage, si je peux me permettre. Ils sont parfaits. Non, ça fait plaisir. Donc, c'est un disrupt. On va parler de disruption, on va parler d'optimisme. Mais je voulais vous dire quelques mots sur OpenCell, parce que nous sommes chez OpenCell, et je sais que certains d'entre vous veulent quelques news. Ça ne va pas être trop long, je vous rassure, ce n'est pas le sujet de ce soir. Depuis qu'on s'est vu il y a un an, depuis Disrupt 2, donc, on a pas mal travaillé pour étoffer notre gamme de clients. Je vais juste vous parler des clients un petit peu emblématiques, en tous les cas des clients qui ont fait des déclencheurs chez nous. On a signé Met il y a à peu près 8-9 mois de ça, et Met c'est important puisque OpenCell savait facturer l'électricité, et comme ils nous ont demandé l'électricité et le gaz, et bien maintenant OpenCell sait facturer l'électricité et le gaz. Nous on est vachement contents. Mais pas que dans l'énergie. Alors Florence Delisle, qui est notre globe-trotteuse, elle a été juste de l'autre côté du bout de la Terre, exactement à la verticale de là où on est. Elle était en Nouvelle-Calédonie il y a encore 10 jours. Et maintenant, OpenCell est présent dans la zone Asie-Pacifique et plus particulièrement Nouvelle-Calédonie et demain Polynésie également, grâce à l'équipe internationale. Cédric qui est là et Taïb qui est caché là-bas. Levez la main qu'on vous voit. Ils sont là. Bravo l'équipe internationale. On continue évidemment avec nos clients historiques, alors les clients télécoms qui sont un peu le sel, le nerf de la guerre. On a toujours avec Orange tout un tas de projets, mais Orange, c'est très lent, c'est très long, c'est une belle maison, mais c'est très lent, c'est très long. Ah, je vois Tanguy qui rigole, il sait pourquoi, il travaille là-dedans. On a aussi OVH qui nous emmène sur des secteurs qu'on connaît moins bien, comptabilité auxiliaire ou le dunning, la partie recouvrement. Et donc, on a pour eux beaucoup réfléchi avec l'équipe produit pour faire quelque chose d'assez abouti, il me semble, qu'on va pouvoir proposer à tous nos clients. Et puis enfin, il y a la Poste, évidemment, avec qui on a signé un gros contrat il y a 2 ans et qui a décidé de généraliser l'utilisation d'OpenCell du sol au plafond. C'est une grosse fierté pour nous, inévitablement. Il y a le commerce, mais une start-up, c'est aussi des pivots et des aménagements. Le dernier gros pivot qu'on a fait chez OpenCell, c'était en 2020, quand on a décidé d'être pur éditeur de software et on a arrêté d'être éditeur et intégrateur. Pas eu de pivot depuis 1 an, mais par contre, pas mal d'aménagements. On avait, et je parle bien au passé, des cailloux dans la chaussure. Le premier, c'était la documentation, puis le management de la roadmap. Et l'équipe d'Emmanuel Pierre, il est où Emmanuel Pierre? Il est là. On l'applaudit, on est formidable Emmanuel Pierre. Et on est passé un peu du niveau 0 de la documentation, on est passé à vraiment quelque chose qui aujourd'hui, pour la taille d'OpenCell, est vraiment important. C'est une belle documentation, ça va servir pour les migrations, Philippe. On a besoin d'avoir vraiment quelque chose de sérieux et son équipe a fait un gros boulot et on va continuer dans les années qui arrivent. Le deuxième gros caillou qu'on avait dans la chaussure, c'était la formation. Et la formation dans l'équipe de Rénal Bardin, notre CCO. Yo! Et ben ça on l'a réglé. Et donc, on a vraiment, je pense, finalement, en 9 mois de temps, à peu près, réussi un pari un peu fou. C'est-à-dire qu'on est bientôt complètement certifié organisme de formation. Et on a des sessions régulières pour tous nos partenaires. On sait maintenant les onboarder facilement. L'onboarding qui fait partie du boulot de Rénal, super important. Et enfin, dans les aménagements, Churchill parlait pour les pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale de la somme de toutes les peurs. Il est d'ailleurs devenu un bouquin puis un film. Et moi, je vais vous parler de Jean-Bertrand Roquette, notre patron de la Software Factory. Et alors, Jean-Bertrand, lui, il a la somme de toutes les pressions. Parce qu'en gros, je vous explique comment ça se passe. L'éditeur, il y a d'abord le commercial qui vend du rêve. Ensuite, il y a l'avant qui dit « ouais, ça va marcher, faites-moi confiance ». Il y a le consultant qui dit « ouais, vous devriez le faire comme ça ». Et puis à la fin, lui, il doit le faire. Et c'est là où finalement, la pression, c'est la somme de toutes les pressions qui redescendent. Alors, on a beaucoup travaillé sur l'organisation pour responsabiliser beaucoup plus nos développeurs et les mettre dans des petites équipes avec les PO de l'équipe d'Emmanuel que vous avez vu tout à l'heure.
Donc des PO, des product owners, hein, des gens qui savent de quoi ils parlent, avec des développeurs qui savent faire, et comme ça on arrive à tenir la roadmap et pouvoir les emmener, pouvoir emmener toute cette équipe pour tenir les roadmaps. Ça tient tellement à cœur à nos clients. Bon, c'est fini pour OpenCell, je vous ai dit tout ce qu'on a fait, et bien sûr on a fait beaucoup d'autres choses, mais ça vous donne un petit peu la picture de l'année qui s'est écoulée. Je serai dans l'assemblée toute la soirée, vous pouvez venir me poser toutes les questions que vous voulez. Et donc, ce soir on va parler d'Optimis, on va parler de disruption. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé cet événement Disrupt? Nous, on accompagne les changements de consommation. On voit bien quand même que depuis, je suis sûr que si on faisait un petit sondage, je le fais tout le temps, et je vais être très, très rapide parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre, vous n'avez pas été acheter des CD ou des DVD à la FNAC récemment. C'est à peu près sûr. Par contre, je suis à peu près sûr que tout le monde ici a un compte Netflix, Deezer, Spotify, Apple Music. Globalement, on voit bien qu'on achète moins de produits, plus de services, et nous, on aide en fait finalement les sociétés à changer leur business model pour aller dans le monde de de l'abonnement et des usages. C'est notre métier. Dans la mobilité douce, il fallait bien que je te cite en exemple quand même, hein, Philippe. Dans la mobilité douce, Philippe, qui est le DSI de Smooth & Go, on accompagne Smooth & Go qui opère les Vélib de la ville de Paris, plus gros opérateur au monde. Plus gros opérateur au monde. Mais la disruption, elle peut aussi venir de la technologie. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Yacine Aïkassa, pas très loin d'ici, chez PwC, et il m'a parlé du métaverse. Alors le métaverse, pour moi, c'est une fascination et c'est aussi une crainte. J'ai une petite fille de 12 ans. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un monde réel où on allait draguer les filles, jouer avec les copains dans la petite rue, et on était dans le monde réel. Et quand on a vu Ready Player One et tout ce monde virtuel, moi, ça m'a beaucoup inquiété. Donc, à la fois, il y a une inquiétude, et en même temps, il y a une fascination. Yacine a su en parler vraiment avec poésie du métaverse. Et je vous propose, puisqu'il va ouvrir le bal, de l'applaudir chaleureusement. Je m'appelle Yacine Aïkassa et en fait pour te rassurer, effectivement, aujourd'hui on appelle ça métavers. Le terme date de 92 dans un roman de science-fiction de Neil Stephenson que vous pouvez lire, c'est pas de la grande littérature, mais c'est intéressant, qui s'appelle le samouraï virtuel. Mais en fait c'est une notion qui est beaucoup plus ancienne. Vous allez voir, on va remonter assez loin. Moi-même, je travaille sur ces sujets-là depuis près de 25 ans. Est-ce que vous reconnaissez cet objet? Oui, vous en avez tous un dans la poche, mais est-ce que vous reconnaissez celui-ci? Cuneiforme. Alors, effectivement, c'est les écritures cuneiformes, mais il y a surtout quelque chose qui est assez frappant quand on voit ces deux objets côte à côte, c'est qu'ils ont quasiment la même forme. Et ce sont deux objets, deux tablettes d'ailleurs, parce qu'on parle d'une tablette d'argile, qui contiennent de l'information. Et en 8000 ans, le form factor, le design, n'a pas tellement changé. Et pourquoi le design n'a pas tellement changé? Parce qu'en 8000 ans, on n'a pas de doigts qui ont poussé, on n'a pas les mains qui sont devenues miniatures ou quelque chose qui nous est poussé par-dessus la tête. Et finalement, ça fait 8000 ans qu'on a besoin de transporter des informations, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout garder en tête en permanence. Et surtout, justement, ça permet de stocker plus d'informations. Donc, l'histoire de la civilisation, c'est aussi l'histoire de la diffusion de l'information, du stockage de l'information. Et finalement, ce qu'on a dans la poche, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la notion de métavers, et tu disais, ça, c'est inquiétant, etc. Mais ce n'est pas forcément non plus quelque chose de nouveau. Si on pense effectivement à la réalité virtuelle, forcément, ça nous évoque quelque chose de très technologique. Mais la grotte de Lascaux, en fait, les hommes préhistoriques qui ont vécu et qui ont dessiné ces formes à l'intérieur, ils travaillaient déjà sur le volume et ils recréaient des scènes dans lesquelles ils étaient immergés. On va y revenir. Moi, c'est une question qui me taraude depuis très longtemps. Et en 2000, donc à l'ouverture de ce siècle, j'ai créé un groupe artistique qui s'appelait Electronic Shadow, donc cette notion d'ombre électronique, avec cette idée que le 21e siècle à venir allait être justement non pas forcément une fusion, mais une superposition de notre réalité physique, matérielle, avec une nouvelle couche qui serait la couche digitale. Donc ça s'est
traduit dans plein de formes différentes. Là, c'est un exemple, on parlait d'Aix-en-Provence tout à l'heure, c'est le mas du Jas de Bouffan, qui était aussi l'atelier de Cézanne, dans lequel on a fait revivre l'œuvre de Cézanne, et ça c'était en 2006. On a travaillé sur toutes sortes de projets innovants, d'architecture, de spectacles. On a fait beaucoup de spectacles sur une idée simple qui est la réalité hybride. Donc la plupart d'entre vous, vous avez forcément vu la vidéo d'Apple lundi sur le spatial computing. En fait, le spatial computing, c'est simplement en fait la maturité d'une idée qui est quand même assez ancienne. Là, tu as parlé d'Orange, ça c'est une collaboration, à l'époque ça s'appelait France Télécom, en 2000, où on nous demandait quelle serait la mobilité de demain. Ben, on avait répondu le vêtement. Et on a beaucoup critiqué la batterie du casque d'Apple. Là, on avait effectivement un vêtement communicant avec ce que vous avez vu, un ancêtre de l'iPad qui pesait 2 kg parce qu'on avait l'ordinateur qui était caché à l'intérieur du vêtement. Ça, c'est une installation qu'on a créée en 2001 où on a mis en relation des espaces distants, donc Palerme et Helsinki, et les deux dans un même environnement en 3D temps réel. Une autre installation qui date de 2003, donc il y a 20 ans, qui est une installation qui permettait au public de créer simplement par sa présence physique ces sortes de lignes qui sont des traces de leur présence, comme une sorte de stratification de la mémoire. Et cette installation qui s'appelle 3 minutes au carré, qui est l'invention du mapping vidéo, qui sont ces projections sur des volumes, donc toujours il y a 20 ans, et qui est finalement une sorte aussi de projection de ce que serait cet avenir numérique dans lequel le mouvement fait office d'interface, comme vous voyez ici, et l'espace et finalement l'espace et l'image ont fusionné. Donc ce travail a duré 20 ans et c'est la première décennie du XXIe siècle et la deuxième décennie, l'ombre électronique devient une réalité pour tout le monde. C'est les réseaux sociaux. Mais qui dit réseaux sociaux dit le début d'une conversation mondiale. Et qui dit conversation mondiale pose une question de langage. De quelle façon on peut s'adresser à tout le monde et quelle est la persona, quelle est la projection de chacun d'entre nous qui peut être posée sur le réseau social. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure de la grotte de Lascaux, j'ai réfléchi en tant que créateur numérique à une forme de langage qui puisse s'adresser à tout le monde. Le dessin, a fortiori, est quelque chose qui remonte à la nuit des temps et que tout le monde a vécu. Qui parmi vous dessine? Qui parmi vous pratique le dessin? 1, 2, 3 personnes. Donc on est en dessous de 4, 5 personnes. On est en dessous des 10%. En fait, cette question, je la pose dans chacune de mes interventions. Il m'est arrivé d'intervenir dans des écoles, y compris des écoles primaires. Quand je pose cette question, tout le monde lève la main. Parce que le dessin, c'est la première forme de langage. D'ailleurs, l'écriture vient du dessin. Les lettres que vous écrivez, elles sont toutes issues d'un dessin qui a été symbolisé. Donc le dessin, c'est un point commun qu'on a tous. À la fois, pas forcément si on dessine, mais on le comprend. Et puis, il y a 2 autres points communs. J'ai parlé de ce moment, les enfants qui lèvent la main, on a tous dans la salle, enfin peut-être 1 ou 2 à la limite qui viennent de nous plaindre, on a tous été des enfants. Et il y a une troisième chose dont on est capable et qui est de l'ordre du langage, et que vous venez de m'offrir, et je vous en remercie, c'est le sourire. C'est-à-dire qu'on a tous sur le visage les 17 muscles qui nous permettent d'offrir cette communication non verbale que tout le monde comprend à peu près de manière égale sur la planète. Le sourire, c'est déjà un signal qu'on envoie, il n'y a pas d'agression, qu'il n'y a pas de danger. Et vous pouvez, si vous êtes avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, qui a une culture complètement différente, envoyer ces messages. Et donc sur ces 3 points communs, j'ai créé ce personnage qui s'appelle Elix. Donc vous voyez, c'est le contraire du point fermé. C'est un grand sourire, les mains ouvertes, il vient vers vous. Et quand on crée un personnage de fiction, en fait, on va le caractériser. Character en anglais. Elix, c'est l'inverse. Je l'ai décaractérisé. C'est-à-dire enlever tout ce qui pouvait lui donner le rapport à une communauté particulière pour en faire un personnage universel et qui donc s'adresse à tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Elix est arrivé sur les réseaux sociaux avec son sourire, sa malice, son rapport à l'enfance, ce dessin simple qui lui permettait en fait
confronter la réalité. Et la réalité, elle est complexe. Donc ce que j'appelle une sorte de réalité augmentée low-tech. L'histoire d'Helix, c'est l'histoire de Pinocchio, à l'ère du digital. C'est un petit pantin dessiné, facétieux, qui vit la physique, la réalité, qui vit dans notre monde, mais qui, par le biais du dessin, nous permet de projeter nous-mêmes nos images. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que comme il est arrivé sur les réseaux sociaux, il est devenu une personne, puis une personnalité. C'est-à-dire, c'était le principe, un personnage de fiction qui devient une personnalité. Et cette notion de révéler par la simplicité, la poésie, ces petites scénettes qui s'adaptaient assez bien aux réseaux sociaux et que tout le monde pouvait comprendre. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est basé sur des situations plutôt drôles, des choses que tout le monde pouvait un peu comprendre. Et puis, il s'est passé un truc magique un jour. Cette photo assez simple d'Helix avec son parapluie qui protège la Tour Eiffel est devenue d'un coup la photo la plus likée d'Instagram pendant 6 mois. Ce qui était fou. Et vous voyez le type de photo, c'est à chaque fois des choses très universelles. Helix, un petit lapin, un cheval, une artiste qui dessinait du maquillage. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas besoin de langage, qui n'ont pas besoin de texte pour être comprises et pour évoquer quelque chose. Et en fait, le truc encore plus dingue, c'est que son caractère universel a fait que j'ai été contacté par les Nations Unies, qui avaient le même sujet de pouvoir communiquer avec tout le monde, et que Helix, que vous voyez là, avec sa simplicité et son sourire, est devenu, et c'est pas une blague, est devenu le premier ambassadeur digital des Nations Unies. Il l'est encore. Et là, c'est un truc complètement dingue qui a tout changé. C'est-à-dire qu'effectivement, les Nations Unies ont posé une sorte de problème insoluble. On a 6 langues officielles, il y a des sujets très graves dans le monde. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à tout le monde? En 2015, vous vous souvenez d'un événement quand même dramatique qui a eu lieu en France, hein, c'est la question Charlie Hebdo et ce choc de civilisation qui a été vendu, alors que en fait, c'est un problème de communication profondément, même si évidemment il y a des manipulations et je ne veux pas rentrer dans le débat, et en plus je devais en parler, malheureusement, faire une intervention auprès de Charb qui a disparu juste, enfin, quelque chose qui n'est pas arrivé, c'est que quand on crée un message local et qu'il devient mondial, bah, c'est plus le même langage. Quand on s'adresse à un copain ou à une communauté et que d'un coup, ce message peut devenir mondial, eh ben, on ne travaille plus de la même façon. Un dessin a une puissance politique, mais politique à l'échelle vraiment du globe. Ça ne veut pas dire qu'on fait attention à ce qu'on dit, etc. Ça veut dire qu'on utilise quelque chose qui est éminemment puissant. Et c'est ce qu'a prouvé cette question des caricatures, parce que la notion de caricature, c'est une notion très ancienne, culturelle, d'un pays à un autre. Quand on le met sur Internet, ben, il faudrait expliquer l'histoire de chacun des pays. Donc on marche sur ces œufs-là, mais c'est de cette manière-là qu'Helix commence à exercer son statut et très humblement et modestement, mais aussi donner une autre image. Les Nations Unies, c'est 193 États, c'est énorme, beaucoup plus de langues que les 6 langues officielles, c'est des messages qui sont en plus de plus en plus plombants avec la COP, avec des sujets qui sont quand même la Déclaration des droits de l'homme. Donc je suis amené à faire une version des objectifs de développement durable qui sortent en 2015. Et en fait, on explique cette chose. Il y a ça, c'est la homepage des Nations Unies au moment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont j'ai illustré le premier article. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, en tout cas au moment où ils naissent, donc cette éclosion d'Helix. Mais donc cette notion de complexité, de dire un personnage simple dans un monde complexe, il se représente assez bien dans ces objectifs de développement durable qu'on a finalement simplifié dans un message qui est que tout est interconnecté. Cette notion de complexité. La complexité, c'est pas compliqué. La complexité, c'est simplement qu'il y a beaucoup de sujets qui ont des interactions les uns avec les autres. Et ça s'explique en fait. On confond souvent complexe et compliqué, et nos organisations sont très silotées, c'est-à-dire qu'on est très spécialiste dans son domaine, le reste, ça ne nous intéresse pas. Et on se rend compte que le fait de faire interagir les domaines les uns entre les autres est un domaine en soi, qui est complexe. Et pour ça, on a créé
en 2018 une fondation. C'est pour ça que je dis ça a changé ma vie. La fondation Helix, qui va porter ces sujets à la fois sur le plan éducatif, sur le plan du plaidoyer, et également dans des actions diverses et variées. Et peut-être, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au sortir du Covid, on a fait cette grande campagne sur les objectifs de développement durable dans tous les métros, dans les gares, avec ces deux idées. Il y a effectivement décomplexifier et aussi décomplexer, faire comprendre que tout le monde est partie prenante en fait de ce message. Ça ne s'adresse pas uniquement à des spécialistes. En 2015, c'était les 70 ans des Nations Unies. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Amélie Poulain. En fait, on a fait un tour du monde décarboné avec Helix qu'on a envoyé aux quatre coins de la planète, comme ça, sous forme de dessin. Et en fait, les photos, comme je vous ai montré précédemment, étaient prises par les gens sur place. Donc là, c'est dans la bande de Gaza. Il est parti en Islande, il est parti en Iran, il est parti dans à peu près toute l'Afrique, il est parti à Budapest, dans des pays ennemis, mais d'un jour après l'autre. Et ce qui est magique, c'est que notre capacité à projeter fait que les 10 premiers pays, on les a appelés, on a essayé de leur expliquer, leur montrer des exemples, etc. Bon, ils ont accepté. Mais à partir du 15e pays, c'est les pays qui nous appelaient pour dire « nous aussi, on veut recevoir Helix ». Parce qu'on a cette capacité d'imagination qu'on appellera métavers après, mais qui est extrêmement puissante et qui est quelque chose sur la mémétique, etc., qui se transmet. En 2025, ça sera les 80 ans des Nations Unies, et je vous le donne dans le mille, on fera un tour du monde en 80 jours, un hommage évidemment à Jules Verne, et la vidéo marche sur l'ordinateur, mais elle saccade chez vous. Mais là, on sera dans une vraie réalité augmentée, et en fait, on fera participer le public, puisque avec son téléphone, très facilement, je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire d'Helix, c'est l'histoire d'un Pinocchio digital. Considérez-moi comme un chat Gepetto, et la fée qui s'est penchée sur le berceau de Pinocchio, on l'appelle intelligence artificielle parce que finalement, donner la conscience à des personnages de fiction, c'est quelque chose qu'on va connaître très rapidement. Un personnage de fiction, c'est un algorithme, et donc ces personnages vont acquérir une autonomie. En tout cas, c'est mon projet depuis 10 ans, on est à la moitié du chemin. La notion de plaidoyer, ça passe par expliquer à la fois ce que sont les objectifs de développement durable, le faire passer dans les assemblées, en l'occurrence l'Assemblée nationale, où justement on a accompagné au moment de la mandature de Richard Ferrand les députés pour qu'ils puissent intégrer cette notion. Parce qu'en France, je pense particulièrement en France, mais c'est le cas dans beaucoup de pays, quand on entend le terme développement durable, donc les objectifs de développement durable, 9 personnes sur 10 entendent en fait écologie. Et quand on entend écologie, 9 personnes sur 10 de ces 9 personnes sur 10 entendent éco-gestes. C'est-à-dire on réduit le développement durable aux éco-gestes. Alors qu'en fait, le développement durable, c'est une approche systémique qui intègre aussi bien l'économie, le social et l'écologie qui est finalement une conséquence. C'est-à-dire que si on veut travailler sur le climat, on est obligé d'aborder, parce que ce sont les vraies solutions, les questions d'égalité des genres, les questions d'inégalité, les questions de pauvreté, parce qu'on ne peut pas changer les systèmes. Donc comme je vous parlais de réalité augmentée, toute cette exposition sur les grilles de l'Assemblée nationale, c'est la première expo depuis 10 ans, la précédente c'était sur Charles de Gaulle. C'est une expo qui fonctionnait en réalité augmentée, donc on pouvait avec son téléphone filmer les affiches et on avait voilà, des éléments supplémentaires, des animations, des connexions, des liens qui venaient nous raconter des choses comme ça sur les objectifs de développement durable. Là, on est en 2021, hein, c'est au sortir, on n'a pas encore le casque, mais avec le téléphone, ça fonctionne très bien. Et puis, effectivement, on a le confinement. Le confinement, le Covid. Le Covid, c'est peut-être le début du XXIe siècle. Vous savez, le XXe siècle n'a pas commencé en 1901, il a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'industrialisation, avec cette énorme boucherie qui a vraiment transformé le monde. Et ben, le XXIe siècle, pour moi en tout cas, je pense, a vraiment commencé après le Covid. Le Covid nous a donné plusieurs enseignements.
déjà, il nous a tous obligés à rester chez nous. Et chez nous, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des objets numériques qu'on côtoyait depuis des années, mais qui n'étaient pas simplement là en plus, qui sont devenus vitaux. C'est-à-dire qu'on a inventé quasiment, c'est-à-dire qu'on a donné énormément de poids. Les entreprises ont pu continuer à travailler, les organisations ont continué à développer. Il y a eu l'explosion du Zoom jusqu'à l'apéro, les apéros Zoom, etc. On a été dépendant du numérique. Sans compter, évidemment, tu parlais de Netflix, etc., les abonnements qui ont explosé, Disney+, qui est arrivé, qui a pris des parts de marché mais vraiment en un mois, parce que c'était vital, en fait. Les cinémas, d'ailleurs, s'en sont pas forcément remis totalement. Donc ça, c'est la première chose, un moment de maturité. Et la notion de métavers a explosé, alors que ça fait des années qu'on en parle, qu'on travaille sur la réalité virtuelle, a explosé après le Covid, comme la crypto, comme des sujets qui étaient de l'ordre du signal faible et qui ont vraiment pris l'emploi à ce moment-là. Et en même temps, il y a un autre phénomène dont, à mon avis, on n'a pas suffisamment parlé, mais que je vais rappeler, extrêmement important, c'est que c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 7%. C'est-à-dire c'est ce qu'on devrait faire tous les ans jusqu'en 2030 pour respecter l'accord de Paris. Bon, autant vous dire que les effets rebonds fait qu'on a complètement éclaté le truc, mais c'est quand même un modèle réduit de se dire du numérique plus cette sobriété, on y arrive. Évidemment, on ne peut pas faire un Covid par an, on ne peut pas confiner les gens, mais c'est une sorte de modèle réduit de se dire il y a peut-être quelque chose qui est possible. À titre personnel et par rapport à l'X, c'était très frustrant parce que c'est le moment où on devait fêter les 10 ans de l'X. Et donc, pas de possibilité de faire d'événement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un musée virtuel qui était le musée ELIX, en réalité virtuelle, mais dans un espace partagé. Et là, en fait, c'est le début, c'est-à-dire qu'on commence à reparler du métavers. Les gens qui sont là-dedans depuis longtemps ont connu Second Life, ont connu ces expérimentations. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a une maturité. C'est-à-dire qu'entre un développement technologique et sa maturité, ça prend en général une génération. Si on pense, par exemple, à la Renaissance, parce que je fais le lien avec la Renaissance, c'est le moment qu'on vit, et c'est peut-être mon côté optimiste, pour moi, il a quelque chose de la Renaissance. C'est un moment de crise absolue, mais on est une génération après une explosion de la diffusion des savoirs. Pour la Renaissance, c'était une évolution, on ne va pas dire technologique, mais technique, parce que vous voyez de quoi je parle, c'est l'imprimerie. C'est-à-dire qu'entre l'imprimerie, en fait l'imprimerie c'est le volet technique de la Renaissance, c'est-à-dire 400 000 livres qui sont diffusés dans toute l'Europe, et quelques années plus tard, paf, vraiment 500 personnes en Europe qui font sauter les codes, qui sont dans un mode disruptif. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est 25 ans, 30 ans après le début du numérique. D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça les nouvelles technologies, et puis il y a eu le début d'Internet, et les générations, ce qu'on appelle les digital natives, comme on aurait pu avoir les print natives, qui arrivent, qui n'ont connu que ça, et qui créent les conditions d'un nouveau modèle de société. C'est quoi ce nouveau modèle de société? Je vais le faire très rapidement. C'est comment est-ce qu'on sort du mythe d'une abondance matérielle avec toutes les conséquences environnementales et tous les modèles économiques qui sont basés sur du trop à de la création de valeur dans une sobriété matérielle. Et donc en passant par une forme d'abondance immatérielle et en basculant le modèle sur des modèles régénératifs d'ici 2030. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. Comment est-ce qu'on raconte ça? C'est la question. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, on a lancé avec PwC, du coup on s'est rencontré avec David, une coalition d'acteurs autour de cette question. Et si, là on met métavers, mais en fait, les technologies émergentes, j'ai même pas parlé de l'AI, enfin si j'en ai parlé rapidement pour Elix et sa conscience, mais en fait, ces transformations et ces disruptions, et si finalement, elles pouvaient également être des leviers pour atteindre ces objectifs d'égalité des chances, d'égalité des genres, de réduction des émissions, etc. On pense que oui. Il y a une dizaine de convictions. Je
peux la faire très rapidement, c'est-à-dire de favoriser la sobriété matérielle. Je pense par exemple à fast fashion, un truc complètement aberrant, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de vêtements? Ben, vous connaissez la réponse. Est-ce que pour autant, on va dire non, on arrête l'économie du vêtement? Ben non. Et peut-être qu'il y a d'autres façons de créer de la valeur. Peut-être qu'il y a d'autres services, comme tu disais, innovants, qui pourraient permettre de créer de la valeur sans passer forcément par la duplication, par cette dimension industrielle. Donc, je vous le fais rapidement, mais on présentera tout ça aussi chez Avivatech la semaine prochaine. Un des exemples qu'on propose, c'est un projet en réalité virtuelle qu'on a commencé avec l'UNESCO, qu'on est en train de poursuivre, et un partenaire qui s'appelle Carbonable, qui est une start-up française, qui fait des NFT qui sont adossés à des crédits carbone. En fait, on propose des expériences dans des lieux qui doivent être restaurés, des puits de carbone qui doivent être restaurés. En l'occurrence, là, une zone de mangrove. On se retrouve, vous mettez votre casque, vous le faites sur votre ordinateur, dans une zone de mangrove, pour ce puits de carbone. Vous voyez quels sont tous les enjeux, tous les problèmes que rencontre cette mangrove aujourd'hui, en 2023. Pourquoi est-ce qu'il faut la restaurer? Les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés au tourisme, aux déchets, etc. Donc on est, voilà, je vais aller un petit peu plus vite, vous êtes à l'intérieur de cette mangrove, et puis en fait vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être résolues, tout n'est pas insoluble, c'est même pas de l'optimisme, hein, c'est vraiment de la réalité, il suffit de passer à l'action, de réparer, de restaurer, de régénérer ce qui peut l'être, et ensuite on permet au public de voyager dans le temps. Voilà, vous voyez, voyager dans le temps, c'est la petite roue bleue de Windows qui va nous amener un petit peu plus loin. Mais en gros, en fait, on a ça montre, on peut passer de 2023 à 2030 et voir ce qui se passe en 2030. En 2030, on a restauré la mangrove, on a enlevé les déchets, on a éduqué les populations, on a restreint le tourisme, etc. Mais il y a un truc qu'on n'a pas pu éviter, c'est que le niveau de la mer est monté. Donc en fait, une fois qu'on a fait l'expérience, on peut financer ce qu'on a vu, c'est-à-dire prendre des crédits carbone, mais les crédits carbone, en fait, comme ils sont adossés aux performances de l'endroit qu'on a régénéré, en fait, c'est un actif. C'est pas de la charité, on n'aime pas la charité, c'est vraiment, on investit sur la régénération. Un autre exemple sont des espaces virtuels qu'on crée pour faire de la formation. Là, en l'occurrence, sur les objectifs de développement durable, on a fait un chapitre sur la santé, un autre sur l'égalité des genres, et ce sont des espaces dans lesquels on peut être à plusieurs. Donc, chacun d'entre vous pourrait avoir un avatar et on pourrait être tous ensemble en même temps dans cet espace-là. Ce qui est intéressant pour le formateur, c'est que, en fait, les gens, en fonction des questions et en fonction du chemin, ils vont se retrouver dans certaines pièces, ils vont collaborer, communiquer dans ces différents espaces. Et c'est aussi une autre façon d'approcher. Alors, on travaille avec l'éducation nationale et c'est des choses qu'on est en train de tester également sur des classes. Et donc, en fait, je vais vous montrer un des espaces virtuels qu'on a créé, qui s'appelle la Helix Tower, qui est un espace public, qui est un espace dans lequel vous pouvez vous rendre, dans lequel... Ah, il y a un problème dans lequel on raconte, je re-raconte toute l'histoire que je vous ai racontée. Mais vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez venir à plusieurs. Il y a aussi un espace de conférence. On y a déjà fait des événements. Et il y a différents étages. En fait, c'est vraiment un bâtiment qui serait l'équivalent, on a parlé de spatial computing, d'un livre. Le livre que j'ai dans mon sac, c'est le rapport d'activité de la Fondation et de la société Helix, dans lequel on va retrouver tous ces éléments, tous les liens, mais vous pouvez vous promener comme ça avec votre avatar. Et si vous avez un téléphone, je vous invite à flasher ce code qui vous permettra d'accéder à la page qui vous emmènera sur la Helix Tower. Je ne sais pas le temps que j'ai fait, parce que je n'avais pas de timer, mais ici, je pense que je suis dans les temps. Et du coup, si vous avez des questions, des échanges, des remarques, je termine sur cette invitation dans la tour d'Helix. Déjà qu'on peut l'applaudir. J'espère que ça vous a réconcilié avec le métaverse. Je parlais de poésie. Je pense qu'on a été servi.
Je vais juste passer un petit message. En fait, j'ai, comme toi, lu le livre Snow Crash, donc Samouraï virtuel. C'est un livre qui est adapté en ce moment par Joe Cornish à Hollywood. Le film va sortir cette année. Donc ça devrait être le successeur de Ready Player One. Et donc, je vous encourage vivement à aller le voir. En fait, dans ce livre, on apprend effectivement que dans l'univers virtuel, on va se déplacer dans un boulevard, on va pouvoir retrouver tous les avatars et créer comme ça de nouvelles rencontres. Et donc il y a un univers, un champ des possibles qui est incroyable. On va certainement monétiser de nouveaux services. Et donc, je crois que c'est incroyable pour des sociétés comme OpenCell. Et il faut savoir que le métaverse, au niveau industriel, hein, je viens de Renault, pour lequel j'ai rencontré David, les industriels ont créé depuis longtemps de la CAO, et sont aujourd'hui en train de faire des digitaux virtuels. Absolument, des doubles digitaux, c'est la Voilà. partie. Et notamment Renault a son usine de plein totalement dans le métaverse. Et donc, ces jumeaux numériques vont servir à aller beaucoup plus loin, plus vite. Ça fait partie de la recherche sur PwC, parce que les jumeaux numériques sont aussi une façon d'éviter énormément de contraintes et d'externalités, etc. Et il y a énormément de sujets. Enfin, alors, opportunité et menace, hein, le samouraï virtuel, c'est pas une opportunité. C'est une drogue. Ouais. Mais en même temps, Snow Crash, le nom d'origine, effectivement, c'est quand tout s'effondre. Mais c'est une drogue, en fait. Et C'est une drogue cognitive qui rend fou les gens, enfin, on va pas le spoiler, mais qui rend fou les gens, qui fait exploser leur avatar, mais qui les rend fous aussi dans la vie réelle. Et évidemment, enfin, de toute façon, la science-fiction, elle est, pour la grande majorité, elle est en général dystopique, sont plus des alertes. Ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver, mais il faut faire attention aussi aux craintes qu'on a, parce qu'on nourrit aussi des intelligences artificielles avec notre imaginaire. Moi, je crois aussi qu'il y a une énorme opportunité de changer notre rapport au monde et de faire en sorte que la majorité de la valeur soit dématérialisée. On n'ait pas besoin d'avoir 10 fois le même exemplaire de quelque chose et que ça puisse créer de la valeur. C'est une autre forme d'économie. C'est pas forcément d'avoir chacun sa voiture personnelle, mais d'avoir des services, des flottes de voitures, et qu'à l'intérieur, on puisse accéder à d'autres types de services, etc. Enfin, si on tire le fil, c'est infini. Et par rapport à l'énergie, c'est très consommateur d'énergie finalement, c'est virtuel. Non, tout est relatif. Le premier poste de la consommation d'énergie, c'est le transport. Le second, c'est l'alimentation. C'est-à-dire, avant qu'on arrive à l'énergie, et c'est l'argument qui est systématiquement sorti. Le numérique, ça a 20 ans. Le transport carboné, ça a deux siècles. Et en fait, avant qu'on arrive, c'est-à-dire que ce qui est déjà dans l'atmosphère, c'est pas le numérique, c'est le charbon, c'est le chauffage, c'est les bagnoles, c'est ça en fait qui est déjà dans l'atmosphère. Donc évidemment, ça consomme de l'énergie. Le pari, c'est de se dire, cette énergie qui est consommée là, elle est en capacité de remplacer, de transformer tout l'usage d'énergie qui est au contraire, lui, complètement superflu. Donc d'un côté, il y a une optimisation de cette énergie. La Terre, le système Terre, il était en capacité d'absorber les émissions de carbone jusqu'à un certain point, avec les forêts, avec l'océan. Le problème, c'est quand on dépasse, parce que les océans s'acidifient, les forêts meurt et qu'on a une température qui est excessive. Mais en fait, c'est un mauvais procès, selon moi, qui est fait au numérique. C'est comme si on reprochait à un bébé la pollution de son grand-père. Je pense que d'abord, il y a un gros sujet sur les consommations qui sont inutiles ou qui sont remplaçables, et c'est pour ça que je donne l'exemple du Covid. On n'a jamais utilisé autant de numérique que pendant le Covid, et pourtant on a baissé nos émissions de gaz à effet de serre. Donc en vérité, il y a une optimisation de ce côté-là, mais il y a surtout une transformation profonde des usages qui peuvent faire qu'avec du numérique et moins de transport carboné, moins d'alimentation carnée, moins de services, des vêtements à la chaîne, etc., avant d'attaquer la consommation du numérique, je pense que c'est vraiment le sujet. Je vous propose qu'on continue en off après, parce qu'on est un petit peu en retard sur le timing, on a démarré très en retard. Je lance l'intervenant, il n'y a pas vraiment besoin de moi pour le lancer, mais je lance, je tiens à dire que je suis comme une millinette face à une star de rock. J'adore les conférences de Philippe Gallier, que je vais... Un vieux rocker. Un rocker avec la classe. J'adore ces conférences. J'ai souvent proposé aux commerciaux d'écouter votre conférence sur la chance, parce que pour moi, elle est très significative. Mais aujourd'hui, le thème, c'est l'optimisme. Philippe, vous avez la parole.
Allez, on va y aller, on va tenter le coup. Si, voilà. Au mois de septembre l'année dernière, je me retrouve invité dans un colloque à la Sorbonne. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui va si mal? Alors ils avaient tiré au sort des intervenants, moi j'étais le psy du coin. On me colle avec un philosophe, bac plus 12, spécialiste de la déconstruction. Puis le genre, en plus, bonjour brushing, moi c'est brushing avec la mèche et tout, j'ai horreur de ce genre. Doutez pourquoi. Et le mec il m'attaque bien en tête dans le débat en disant, oui Philippe, comment oses-tu être encore optimiste dans un monde qui va si mal? Je dis, mon pote, parce que tu penses très sincèrement que si je deviens pessimiste, le monde va aller mieux? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans un univers qui, effectivement, fait que depuis 3-4 ans maintenant, on en a pris plein la tête. Dans le monde des affaires, ça a bougé tant que ça pouvait. Il y a des gens qui, dans leur vie, ont été secoués, ils ont été entourés par des éléments hostiles. Voilà, la mer a été un petit peu démontée. Mais moi, je travaille en permanence avec des entreprises, mais pas des entreprises de la tech, avec l'industrie, avec... Les gens, ils continuent à avancer. On fait la gueule. On trouve que le parapluie est trop petit, qu'il n'est pas assez bien aligné. Et les gens continuent. Alors, avant, je disais, on reste en marche. Je ne le dis plus. Ça faisait des discussions sans fin. Après, il fallait arrêter. Toujours est-il que, alors, on est dans le brouillard, d'accord, mais les gens confondent, ils croient que être dans le brouillard, c'est être dans l'obscurité. Non, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le réel sera par définition surprenant, il l'a toujours été. Mais même quand on est dans le brouillard, il se passe des trucs. On voit des gens qui sont à côté de nous, on voit des choses se dessiner sur le bord du chemin. Ça ne sera peut-être pas ça la réalité, mais on a des points de repère. En revanche, on a peur que le point de repère nous retombe sur la figure. Le pire n'est jamais décevant. Mais qu'est-ce qu'il a pu raconter un truc pareil? C'est impossible cette affaire-là. Alors ça pourrait être Houellebecq, c'est pas lui. Ça pourrait être Finkielkraut aussi, c'est le genre, c'est Michel Onfray. C'est pas eux. Ça pourrait être Schopenhauer. Schopenhauer, grand philosophe du pessimisme. C'est le mec qui a quand même donné la phrase la plus triste de toute l'histoire de la philosophie. L'être humain est condamné dans sa vie à osciller tel un pendule en permanence entre la souffrance et l'ennui. C'est merveilleux. Il y en avait un autre qui est arrivé après, c'était Suran formidable. Suran. Le gars qui vous disait toutes les eaux sont couleur de noyade, on se suicide toujours trop tard, et on devrait remercier nos enfants de ne pas nous avoir fait un procès pour les avoir mis au monde. Les gars qui plombent l'ambiance. Mais le gars qui a dit ça, pas du tout. Si je vous dis itinéraire d'un enfant gâté, l'aventure c'est l'aventure, etc., Claude Lelouch. Bon. Mais Claude Lelouch nous dit, quand le pire arrive, c'est la première des disruptions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les choses différemment. Et Dieu sait que depuis 2-3 ans, le pire est arrivé dans plein de situations. Grâce à ça, il est en train de se passer des choses. Comment ça évoluera, on ne sait pas. C'est des ruptures. La plupart d'entre elles, on ne les a pas vues venir. Et il y en aura d'autres. Il y avait un grand académicien dans les années 60 qui avait dit, de toute façon, dans les situations désespérées, la seule sagesse, c'est l'optimisme aveugle. D'ailleurs, Coluche avait dit, Dutour vient de péter un câble, il nous explique que si on se retrouve par hasard dans la merde jusqu'au cou, c'est pas le moment de baisser la tête. Je vous laisse réfléchir parce qu'il y a 2 niveaux ici ce soir, donc c'est quand même fabuleux. Alors, après, il y a des situations où on se dit, mais laissez tomber, c'est mort. C'est mort de chez mort, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Ça, vous voyez, chers amis, c'est le consensus médiatique. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand la Russie tombe sur l'Ukraine, ils en ont pour 3 semaines. C'est tout vu, on est des experts. Ça fait des années qu'on attend ça, les pauvres Ukrainiens. Oui, oui, depuis quelques jours en ce moment, on y cherche dans le sud-ouest, on a un putain de doute. Hein, c'est pas ça qui était prévu. Et c'est toujours comme ça. Quand le Titanic est parti, le Titanic c'était un bateau, mais de folie, quoi. C'était un bateau où il y avait 7 restos sur le Titanic. Le plus top des restos du Titanic, c'était le restaurant des premières, le premium. Il était sur le upper deck. C'était un resto qui était l'équivalent d'un multi-étoilé aujourd'hui. Ils étaient tellement sûrs et certains qu'il fallait que ce soit le top du top, ils avaient construit des cuisines qui étaient collées à côté pour être sûr que la bouffe ne refroidisse pas, que tout se passe comme il fallait, etc. Et il y avait le top du top, là, au niveau réfrigération, cuisson, et tout, il y avait tout. Il y avait même les produits frais, dont les produits de la mer. Vous imaginez bien. Il y avait dans cet endroit-là, sur le Titanic, un énorme aquarium où il y avait des homards qui attendaient de se faire bouffer par la clientèle du Titanic. Manque de bol, le Titanic coule. Les homards ne peuvent pas plus s'empêcher de se dire on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le monde est fait comme ça de choses qui tournent. Alors, on est effectivement dans des logiques où on ne voit pas ce qui se passe. Mais, comment dire, si on repart un peu en arrière, on remonte le temps, tous ensemble. Et c'est vrai que, imaginez que je vous dise, tenez, vous vous souvenez où vous étiez, vous, le 17 mars 2020 ? Vous vous souvenez ?
Vous vous souvenez probablement parce que c'est ce jour-là où ça a commencé à péter gravement. Mais d'ailleurs, quand on y réfléchit, attendez, à ce moment-là, première des disruptions, mais pas celle qu'on croit. Parce que ça sera une disruption dont on ne connaîtra en fait les tenants aboutissants que dans très longtemps. Les historiens sont dessus en ce moment, les économistes, etc. Mais moi, je m'imagine, moi, dans 30 ans, on est en 2050, j'ai 92 piges, je pète la forme, grâce à toutes les nouvelles techno, tout ça. Mes petits-enfants sont venus me voir, à l'endroit où je serai à ce moment-là. En plus, chez moi, c'est climatisé, dehors, il fait 50, alors tu m'étonnes qu'ils viennent. Et là, ils me disent, mais papy, la grande disruption du Covid, c'était comment? Et là, je peux vous dire que la disruption, ils vont comprendre. Hein. C'était une disruption qu'on ne peut pas comprendre. Avec mamie, on en a bavé. Rien qu'au début, par exemple, tenez-vous bien, ils ont fait écouter bien ce que je vais vous dire. On n'avait même plus le droit de sortir de chez soi. À l'époque, pour sortir de chez soi, il fallait une autorisation. Et qu'est-ce qui t'a donné? Moi. Ça. Oui. À l'époque, pour sortir de chez soi, il fallait s'autoriser. Mais si tu ne t'autorisais pas, tu avais une preuve de 135 €. C'était les années 2020, vous pas comprendre. C'est pas possible, il n'y avait pas des gens qui étaient assez débiles pour sortir de chez eux sans s'autoriser même. Si, parce qu'on était des rebelles. Et là, bien sûr, le gosse, c'est pour l'infirmière, puis on dit, non, le papy, ça va pas du tout. Là. Vous allez m'augmenter son cannabis thérapeutique, parce que là, on est en train de le perdre, il est en plein bourg. Là-dessus, on se prend une crise économique, mais là aussi disruptive. Première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une crise économique sans cause. On ne nous a rien demandé. On dit, tiens, si on s'arrêtait de respirer, tous en cœur, ouais, ça va peut-être aider les autres à respirer mieux. Les autres crises économiques avaient des raisons, bon sang. Le système bancaire pourri, le problème du pétrole, la demande, l'offre, tout ce que vous voulez. Là, non, rien, nada, que dalle. On s'arrête, on verra bien ce qui va se passer. On s'en est sorti, c'est reparti, etc. Là-dessus, on baisse notre garde en début d'année dernière, paf, et on s'en prend un autre, vous direz, qui nous tombe dessus, aux surprises. Donc on se dit, mais ça n'arrête pas en permanence, on peut rester optimiste dans un cas comme ça. Alors, c'est pas si simple. En fait, dans la vie, vous voyez, on est toujours comme ça. On est toujours à la croisée des chemins. À condition que, bien évidemment, on comprenne une chose, c'est que la caractéristique d'une disruption, c'est une bifurcation que généralement, un, on n'a pas vu venir, et deux, dont personne à ce jour n'avait pu anticiper les conséquences. C'est pour ça que c'est disruptif. Donc, en soi, c'est ni bon ni mauvais. Mais quand on en vit une, on dit, attendez, j'aimerais quand même, si possible, que ça m'aide à faire du mieux. Vous voyez, moi, je suis psy au départ, j'ai tout fait aussi, la thérapie, du machin, etc. Bon, j'ai commencé, j'avais 30 ans, j'en ai 65. Ça fait 35 ans que je suis dans le business. Je n'ai jamais rencontré une seule personne dans ma vie qui m'a dit, monsieur Gavier, vous pourriez m'aider à échouer, s'il vous plaît. Je voudrais me planter. Je voudrais me planter bien. Et une loose mémorable. Un truc qui a un peu de cœur. Non. Tous les gens veulent s'en sortir. Le malade veut guérir. Celui qui n'a plus de pognon, il va en retrouver. Voilà. Celui ou celle qui s'est fait quitter, il va trouver quelqu'un. Voilà. Donc, on veut toujours en sortir. Qu'on est dans l'entreprise, on veut créer de la valeur grâce à ça. Chez les gens qui travaillent dans les entreprises, on va aussi vouloir créer de la valeur. On est dans une entreprise où les gens apprennent des choses, ils s'épanouissent. Tout le monde veut ça. Seulement, les règles d'or, si vous voulez, c'est toujours les mêmes. Pour réussir, il faut quoi dans la vie? C'est pas compliqué. Si vous avez des enfants, vous le savez, vos enfants, de temps en temps, ils vous ramènent un bulletin de notes. De temps en temps, le bulletin, il est ambigu. Et vous vous sentez obligé de dire, ah, je te préviens, hein, un bulletin pareil, tu m'excuseras. Je te préviens, si tu veux réussir dans la vie, tu as intérêt à retrouver quand même vite fait le sens du mot, et là, on lui fait le coup du travail. Pour réussir dans la vie, il faut travailler. Donc, attendez, on fait juge. On est ce soir, vous avez notre verre à la main, etc. Il faut travailler, mais ça dépend sur quoi. Ne dites jamais à vos enfants, si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler. Parce qu'un jour, le gosse, il en a marre, il vous dit, tu veux dire réussir dans la vie comme toi? Ça y est, vous avez tout gagné, vous avez un rebelle à la maison, un zadiste. Et il n'a pas tort, parce que franchement, c'est pas le travail qui fait réussir. Le travail, c'est un accélérateur. Ce qui fait réussir, c'est le travail quand on applique un machin qui s'appelle le talent. Ah oui, trouver son talent et mettre des efforts dessus, là, c'est intéressant. Et pour peu qu'on ait un poil de persévérance, ça sera encore mieux. Parce qu'il se trouve qu'on vit dans un monde de compétition. C'est-à-dire que celui qui gagne dans la société moderne, celui ou celle qui gagne, c'est celui ou celle qui s'est découragé en dernier. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Et on tombe, et on retombe, et on retombe, et on retombe plus haut, et ainsi de suite. Donc, il faut effectivement un état d'esprit là-dessus, qu'on appellera pour l'instant, faute de mieux, l'optimisme. Mais pareil, là aussi, c'est pas évident, parce que l'optimisme, si vous voulez, nous, dans notre pays à nous, l'optimisme, c'est moyennement notre truc. On est considéré comme étant un des pays les plus optimistes et les plus pessimistes du monde. C'est Audiard qui disait en France, de toute façon, si les pessimistes volaient, il ferait nuit.
Et d'ailleurs, c'était Frédéric Dard, créateur du commissaire San Antonio, pour les boomers qui sont dans la salle, ils savent ce que c'est, qui avait dit dans les autres pays d'Europe, c'est marrant, ils avancent tous dans la mauvaise direction. Nous, on est les seuls à reculer dans la bonne. Mais ça, c'est typiquement l'esprit français. Vous voyez, le français est le seul en Europe qui vous dira j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on est dans la merde. Bon, mais la bonne, il y en aura pour tout le monde. On est dans des univers comme ça où on est totalement paradoxaux. Là-dessus, la presse ne nous aide pas toujours. La télé, vous voyez, hein, si vous voulez vous plomber le moral, vous mettez sur LCI tous les soirs à 20h. Ça fait 1 an et demi qu'on pense que c'est la guerre chez nous. Il faut le faire. Là-dessus, je dirais, la télé est flippante. Et alors, si vous ne croyez pas à la télé, alors là, surtout ici, je n'ose pas dire ça, mais je n'arriverai. Si vous ne croyez plus ni à la presse écrite ni à la télé, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste ce merveilleux réservoir d'intelligence partagée, de bienveillance collective. J'ai nommé le pot de chambre collaboratif, hein, à savoir une partie en tout cas des réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Donc à partir de là, bien évidemment, on vous dit alors le moral, bof quoi. Il pleut un peu dans la tête des gens. Vous avez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans une logique de questionnement extrêmement anxiogène. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'y vais? Que va devenir la société? La planète réchauffe? Qu'est-ce que je fais? Etc. Bon, j'ai mal au pouce et tout. Enfin, bon. Et à partir de là, les gens vont se sentir dans leur point de vie, des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des étudiants, des créateurs d'entreprise, stoppés dans leur élan, un futur qui se brouille. Je me suis à la croisée des chemins, je ne sais pas comment m'en sortir. Il faut que je me tire d'ici. Il faut que je me tire et que j'aille vers le soleil. C'est pas évident parce qu'on a l'impression que les emmerdements nous suivent. Mon grand-père me racontait une histoire comme ça. Il me dit, tu sais, dans une fanfare, pourquoi tu penses que les musiciens, ils marchent pendant qu'ils jouent? Parce qu'ils croient qu'ils peuvent s'éloigner du bruit. Eh ben non, justement, on ne peut pas. On est dedans. Il va bien falloir faire avec. Quoi. Donc, est-ce qu'on peut croire à l'optimisme? On va partir du principe que oui. Pourquoi? D'abord parce que Google nous le dit. Là, on est sur le grand oracle. Quand je vous dis Google, parce que je suis mainstream, j'aurais pu vous dire Bing. Je vous dirais bien Quant, mais alors là, pour le coup, j'y vais jamais. Donc, j'en parle par oui dire. Bon, mais enfin, pourquoi pas quand même? Parce que si vous allez, par exemple, sur Google et que vous tapez pessimisme, en français, avec le E à la fin, pessimisme en français sur Google, accrochez-vous bien, 2 700 000 occurrences, à la louche. Bon. Maintenant, si vous tapez optimisme, avec le E à la fin, donc en français, Google France. À votre avis, il y en a plus ou il y en a moins? Plus. Qui dit plus? Très bien. Qui dit moins? Quand même. Mais vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, dans le fond, ça c'est le premier enseignement de l'optimisme, vous voyez, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Il y en a 15 millions. Plus de 15 millions. Ah ouais. Donc ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est factuel. Hein. En tout cas sur Google, l'optimisme gagne au point. Voilà, ça c'est sûr. Après, il faut comprendre de quoi on parle, parce que ça marche comment l'optimisme? Si on part du principe, c'est oui, c'est un état d'esprit dans lequel on voit la vie en rose, tout va bien, etc. Alors ça, c'est la psychologie de bistrot, il faut arrêter immédiatement. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas uniquement avoir des lunettes rose bonbon sur le nez. Certains me disent, oui, maintenant l'optimisme en entreprise, on sait ce que c'est. Les optimistes, j'en ai plein, ils acceptent des projets, ils ne sont pas foutus d'aller jusqu'au bout, ils achètent des projets, ils prennent des projets trop gros pour eux. Ils ont un problème, ils vont utiliser l'outil, mais l'outil est utilisé de façon trop optimiste. C'est pas prévu comme ça. Et puis la plupart des grands optimistes, en plus, ils se la pètent, mais ils se la pètent gravement. Ils se voient beaux. Et comme ils se voient beaux, ils s'attaquent à des challenges déraisonnables. Mais non, mon gars, ne le prends pas mal, mais tu n'as aucune chance. C'est tout, on va pas en faire une histoire, c'est comme ça. Là-dessus, vous avez ceux qui vont se mettre dans des situations compliquées. Quoique là encore, j'ai un étudiant l'autre jour qui m'a dit, vous savez, Philippe, il ne faut pas croire, hein, le petit, là, il n'est pas optimiste, hein, il est malin, c'est un rusé. Il a compris que dans cette situation-là, cet instant précis, celui des deux qu'un d'autre, c'est le gros. Oui, c'est pas faux non plus. Vous avez ceux qui se sont rendus compte trop tard qu'ils ont été optimistes, ben alors là, c'est... Voilà, ça les fait oups. Et quand je dis trop tard, parfois c'est beaucoup trop tard. Pourtant, le mec, il avait pensé à tout. Et alors, vous avez même celui qui a voulu faire ça de façon décarbonée. Hein. Donc, je prends les transports en commun, j'achète pas beaucoup, puis facile à transporter, je rentre en stop et tout. Sur le papier, c'est nickel. Dans la réalité, il y a toujours des situations où on est un petit peu surpris. Bref, toujours est-il que soit on considère qu'on est dans le déni, soit on considère qu'on est dans la naïveté, soit on vous taxe d'indifférence. Ça va être très 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 compliqué cette affaire. Alors comment ça marche en fait? Écoutez, c'est pas compliqué. À l'époque, on a créé la Ligue des optimistes de France. Il y avait Jean Dormesson, Éric Orsena et Ricky-Emmanuel Schmitt. Et notre collègue Christophe André avait donné une très belle définition. Il disait, vous voyez, l'optimisme, c'est tout bête. Au départ, c'est un pari. C'est le pari de la confiance a priori.
Alors attention, quand on fait un pari comme ça, on risque de se planter. Évidemment. Hein. Quelqu'un qui fait confiance court le risque d'être trahi, déçu, trompé. Et oui, ça s'appelle la vraie vie, bienvenue. Mais dans le fond, s'il vaut mieux vivre une vie où on fait a priori confiance, quitte à s'en prendre à la tête, on dit non, moi jamais de la vie. Moi je fais confiance à personne, comme ça c'est clair. Hein. Mais là, est-ce qu'il va m'arriver des choses dans ce cas-là? Parce que Christophe André nous dit, l'optimisme c'est à la fois un sentiment de confiance, mais c'est en même temps la sensation qu'en cas de problème, il y aura des moyens, il y aura des voies pour s'en sortir, on trouvera de quoi il s'agit. En fait, l'optimisme, on pourrait presque définir ça comme étant le fait de mettre la réalité, aussi difficile soit-elle, sous tension positive. Les choses compliquées arrivent, il y a des difficultés, il y a des drames, il y a de la souffrance, et ça s'appelle le réel, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et alors, on fait quoi? On consent au mal, on dit mais non, de toute façon la vie est pourrie, les gens sont cons. Ou on décide de lutter pied à pied contre le mal, pour essayer de donner tort au truc. Ça signifie, vous voyez, que la posture optimiste, elle passe aussi par des gestes barrières. Les gestes barrières du pessimisme. Premièrement, si on veut créer autour de soi, et qu'on soit optimiste ou pessimiste en termes de caractère, ça fait l'importance. Dans le réel, quand on est un soignant, quand on est un parent, quand on est un manager, quand on a des clients, quand on est un travailleur social, je dirais, il y a des attitudes techniquement, méthodologiquement, qui vont, en tout cas, sinon créer de l'optimisme, en tout cas, activer le ressort optimiste chez l'autre. La première attitude, c'est, face aux situations les plus compliquées, je ne vais pas négocier avec moi-même. J'affirme qu'il y a une solution quelque part possible. Voilà. J'affirme qu'il y a une amélioration possible. On peut faire quelque chose. Je ne sais peut-être pas encore, on n'a peut-être pas encore tout essayé, peut-être qu'on l'invente, peut-être qu'on aille voir, qu'on redécouvre des trucs qu'on faisait avant, je ne sais rien, mais l'optimiste vous dit, attends, c'est pas cramé. On peut tenter des coups. Première idée. Deuxième idée, on va essayer de regarder en priorité ce qui va bien. Ça ne veut pas dire uniquement. L'optimiste, il ne refuse pas de voir ce qu'il a mal. Il refuse simplement de s'attarder dessus plus que de raison. Voilà. Quand mon meilleur ami est bon, je le regarde de profil. Voilà. Picabia, le peintre surréaliste, disait les artistes pessimistes, ils ont un problème. Ils sont persuadés que chaque journée est entourée de 2 nuits. Mais c'est une erreur. Heureusement, c'est le contraire. C'est chaque nuit qui est entourée de 2 jours. Alors, après, Coco Chanel, grande créatrice quand même, elle était disruptive, elle, pour le coup. Elle avait une phrase que je trouve assez intéressante, en tant qu'une grande psychologue quand même. Elle, une femme qui avait beaucoup vécu quand même, Coco Chanel. Et elle disait, les femmes pessimistes sont persuadées que tous les hommes sont volages. Les femmes optimistes espèrent bien que c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Comme le coup du verre à moitié plein, à moitié vide. Alors, quand on prend un verre d'eau, on ne se rend pas compte, mais quand on prend un verre de Saint-Émilion, par exemple, bon, je dis ça, je suis bordelais, donc, un verre de Saint-Émilion à moitié plein, il n'y a pas à tortiller. Le verre est à moitié plein, la partie la plus intéressante du verre, c'est celle qui est à moitié pleine. D'accord, on dit oui, mais il y a aussi la moitié vide. C'est pas vrai. Un bon verre de Saint-Émilion, à moitié vide, mais il y a l'arôme. À moitié vide, ça n'existe pas, c'est un concept, une abstraction. Le concept de verre à moitié vide, chers amis, a été inventé par des buveurs d'eau. Donc des gens dont il faut se méfier. Alors après, en entreprise, des fois, ça dépend. Hein. Parce que là, on en parlait, on dit oui, mais moi, chez moi, par exemple, non seulement j'ai des optimistes et des pessimistes, mais j'ai aussi des contrôleurs de gestion. Ah, alors, là il faut y aller mollo. Mais quel rapport avec le verre? C'est très simple. L'optimiste vous dit, le verre, de toute façon, c'est évident, il est à moitié plein. Le pessimiste débarque, par exemple, en comité de direction, en disant, attends, regarde mieux. Le verre, hélas, il est à moitié vide. Il y a toujours un contrôleur de gestion qui débarque et qui dit, regardez encore mieux quand même. Le verre il est surtout 2 fois trop grand. Hein. Après, ça dépend comment est-ce qu'on va prendre le problème. Et le dernier point, c'est celui-là. L'optimiste face à l'acte, il agit, quoi. Il ou elle agit. On va faire des trucs. 2 intellectuels assis vont toujours moins loin qu'une brute qui marche. Voilà, hein. On n'est plus dans to be or not to be, ça c'était Shakespeare. Nous, on est dans to do or not to be. Si cette entreprise et OpenCell existe, c'est parce qu'on a été dans le to do or not to be. Où on fait des choses, où on ne devient rien, où il ne se passera rien. Et moi, j'aime beaucoup ce que disait Kundera. Je préfère vivre en optimiste, vous voyez, et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le gars qui a eu raison. Et dans la vie réelle, dans la vraie vie, franchement, bien sûr, l'optimisme peut être trop risqué. Et oui, ça nous met en situation compliquée, parce que l'optimisme peut être en tant qu'attitude, ou un tremplin, ou un plongeoir. Bon. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, voilà, alors, c'est vrai que des fois, on se dit, il est peut-être en hyper-optimisme. Ça peut arriver. Il y a des situations où notre optimisme nous met manifestement en danger. C'est incontestable. Il faut le dire, il faut l'admettre. Hein. Voilà. On se dit aussi, des fois, tu tournes le dos au danger, c'est risqué.
Oui, parce que tu risques de te faire bouffer par le danger. Mais le gars, il est en hyper-optimisme. Moi, je dis, bouffer par le danger, je m'en fous. J'en fais quelque chose quand même. On gardera des souvenirs. Après, vous avez ceux qui se mettent dans des situations, non seulement pour eux, mais pour les autres. Donc, le chauffeur de bus, là, il est moyennement cool, et pour lui et pour les autres. Vous avez des gens dont leur hyper-optimisme les met clairement en danger. Et quand je dis clairement en danger, ça peut aller, attention, encore plus loin. Là, on est carrément sur ce qu'on appelle la mise en danger de l'avantage concurrentiel. C'est pas rien, voilà, ça fait bizarre. Là, c'est l'expert, ça. Ça, c'est l'expert qui est gentil, les mentales, c'est bon truc, les tapettes à souris, je gère, fous-moi la paix. Oui, mais si ça pète, t'es mort. Prends au moins tes précautions. Mais s'il est en hyper-optimisme, même s'il prend des précautions, ça ne suffira pas. Il sera toujours dans une logique qui n'est pas suffisante. Puis parfois, on est aussi trop optimiste aussi pour les autres. Vous voyez, ah, oh là là. Et alors, regardez quand même, soyez attentifs, vous êtes toujours attentifs. Regardez le mec au bout, regardez bien, au dernier moment, il a un doute. Et, il tente la PLS. Et ça ne marche pas. C'est assez terrible, ça. Pour être sérieux 2 secondes, en fait, vous voyez, le point commun que l'on a parfois avec le plongeur, le souriceau et le chauffeur du bus, c'est qu'on se retrouve dans nos vies face à une situation, ça peut être une situation d'amitié, d'amour, de business, où on a 2 caractéristiques. Et là, il faut commencer à faire attention, parce que l'optimisme, là, à ce moment-là, walou. Si je commence à être dans une situation de vie où je suis en train de mettre en danger vital quelque chose d'essentiel pour moi, ma vie, ma santé, mon patrimoine, une amitié, une histoire d'amour, la réputation de la boîte, etc. Attention, quand il y a danger vital et qu'en même temps, parce qu'il y a les 2 critères, si je suis en danger vital sur quelque chose d'important et qu'en même temps, ce qui est le cas ici, je n'ai pas le contrôle, là pour le coup, on oublie l'optimisme. Il vaut mieux faire preuve d'un pessimisme intelligent. Mais le pessimisme intelligent, c'est ce que c'est. Le pessimisme intelligent, ça s'appelle la précaution, la prévention, l'alerte, les scénarios de crise, etc. etc. On n'est pas, vous voyez, dans une espèce de logique où il y aurait d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Non, simplement, quand il y a risque élevé et manque de contrôle, l'optimisme nous met en transgression. Et transgression et disruption, ce n'est pas la même chose. Parce que le bon choix, ça va consister à comprendre que ce n'est pas le bien et le mal qui s'affrontent, ce n'est pas Voldemort et Harry Potter qui se fightent. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est plutôt dans une logique, vous voyez, où on est tiraillé entre des forces. On est dans une espèce de... On est aware, vous voyez, voilà. On est aware, et parce qu'on a les 2 à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes habités par ces 2 dimensions-là. Et sur le terrain, au quotidien, heureusement qu'on est pessimiste, sans ça, on ne ferait pas de veille. Heureusement qu'il y a un petit pessimisme en nous, sans ça, on ne s'assurerait jamais. On n'assurerait pas sa bagnole, sa vie, sa baraque, quelle idée. Et si on n'était pas un peu pessimiste, on n'aurait jamais de plan B. Bon, on fait un truc, ça va se passer comme ça, tout ira bien. Donc, ce sont des choses qui tiennent... ça n'a rien à voir avec le fait d'être déprimé, etc. C'est une façon différente de se positionner activement par rapport au réel. Vous voyez. Et donc, dans le fond, c'est quoi l'optimisme? L'optimisme, c'est une énergie d'engagement, mais parler fort justement des objectifs de développement durable. L'optimisme, c'est vraiment une énergie d'engagement durable vis-à-vis des autres, dans nos rôles sociaux. Vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va la partager. Et cette énergie, elle se développe à travers des mêmes comportements pour tout le monde. Il existe effectivement 3, 4, 5 comportements dont on sait aujourd'hui qu'ils nourrissent, quand on les met en œuvre au quotidien, ils nourrissent l'esprit et entre autres de disruption chez les autres. Le premier critère, il est très simple. Il faut une fois pour toutes, mais une fois pour toutes, c'est un élément clé pour être heureux dans la vie. Ça. Il faut se réconcilier avec ses points faibles, de façon à mieux développer ses points forts. On a tous plus de points faibles que de points forts. Il y a plus de domaines dans lesquels on est totalement incompétent que de domaines dans lesquels on est compétent. Ça s'appelle la vraie vie. Bienvenue. Si je commence à dire, bon, les domaines où je suis bon, on oublie, mais je vais bosser maintenant sur mes faiblesses. Ça, vous voyez, c'est un orgueil d'immortel. Si vous êtes Highlander, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas Highlander, je suis désolé, le temps passe. Hein. Si vous avez vécu 90 ans en pleine forme, vous aurez vécu 33 000 jours. Donc il y a un début, un milieu, une fin. La vie est beaucoup trop courte pour perdre du temps à améliorer ses faiblesses. Il vaut mieux essayer de les neutraliser, de capitaliser sur ses points forts, de façon à faire la différence auprès des gens qui nous aident. Tout le reste, c'est de la littérature. À partir de là, il faut se dire aussi qu'il y a un deuxième principe en optimisme, qui est celui-ci. Il y a tout un tas de domaines auxquels on ne peut rien. Quand je dis rien, c'est que dalle. Le temps qu'il fait, les taux d'intérêt, la croissance mondiale, ce qui se passe dans la tête de Vladimir, ou d'Emmanuel, comme vous voulez.
En revanche, il y a tout un tas de domaines où on peut des choses. Pas beaucoup parfois, mais ça s'appelle les zones d'influence, les marges de manœuvre. Pour que des gens aient le sentiment qu'ils sont en train d'avancer dans la vie, il faut de toute façon, dans tous les cas de figure, qu'ils aient le sentiment qu'ils ont des petites marges de manœuvre sur les choses. Parfois, c'est très local, hein, c'est dans mon monde à moi. Mais sinon, si on est dans une logique, je dirais, intello de rumination, d'ailleurs, il y en a dans les entreprises des ruminateurs, hein, ils sont faciles à repérer, c'est des gens qui ont un talent de folie pour identifier avant les autres tous les trucs qui marchent mal et auxquels ils peuvent rien. Généralement, d'ailleurs, ils les apprennent par cœur, ils tiennent une liste à jour, et dès que j'arrive au bureau, ils en parlent à tout le monde longuement. Surtout autour de la machine à café, etc. Ils nous pompent l'ambiance, mais bien comme il faut. Or, on ne peut maintenir une énergie de vie que si on se focalise sur les points sur lesquels on croit qu'on a une petite marge de manœuvre, parce que c'est ça qui va être important. De même, le monde n'est fait que de solutions. Si on attend les solutions parfaites, on est mort de chez nous. Le réel, on parle de la grotte de Lascaux. Depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, on ne vit pas de la même façon. Parce que tous nos ancêtres, depuis maintenant, alors, Copain disait 350 000 ans. Depuis 350 000 ans, Homo sapiens, c'est une espèce techno. Il n'y a qu'à inventer des solutions techniques. Nos ancêtres n'ont pas cessé depuis des centaines de milliers d'années d'inventer des solutions techniques pour affronter les problèmes qu'on avait. La quasi-totalité de tout ce qui a été inventé par l'espèce humaine depuis sa création a été temporaire, imparfait, partiel. Ça marchait un petit temps et c'était condamné à l'obsolescence. C'est pour ça que la disruption était intéressante, c'est que de temps en temps, il y avait des sauts caliques. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça signifie qu'on vit dans un monde aujourd'hui où le droit à l'erreur, pourquoi pas, mais c'est pas le droit à l'erreur, c'est un truc de ma génération, c'est un truc de boomer, c'est un truc de... Mes enfants me le disent, papa, ça ne prend pas mal, mais c'est un truc de vieux, le droit à l'erreur. Ma fille m'a dit ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il y en a à taper du droit à l'erreur? Moi, je ne veux pas que l'entreprise dans laquelle je travaille me donne le droit à l'erreur. Je veux qu'elle me donne le devoir d'essayer. Parce que si elle me donne le devoir d'essayer, ça veut dire que le droit à l'erreur, il est donné avec cadeau. Ah ben là, ça m'intéresse. Enfin, sourire à l'inattendu et à l'opportunité. Ça, pour nous, c'est un truc important, parce que dans le monde du business, comment vous dire, tout ce temps qu'on est, on carbure au plan. On croit tous qu'on fait des plans. Mais attendez, plan d'action, plan financier, plan marketing, plan de développement, plan stratégique. Plan stratégique. Il y a des gens aujourd'hui qui font des plans stratégiques à 3 ans. On ne sait pas où on sera dans 3 mois. Quelqu'un fait un plan stratégique. Attendez, mais les amis, je suis désolé. La plus grande surprise, je ne sais pas si il y a tous les hommes et les femmes qui ont fait des plans dans leur vie. La plus grande surprise que puisse nous faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. On est bien d'accord. Bon. Parce qu'à un moment donné, on fait un plan d'action, il y a un fanal là-bas. On y arrivera tout le temps. On y arrivera là-bas au damier. Parfois, il sera plus loin que ça. On n'avait pas été assez ambitieux. Parfois, il sera plus près. On avait été trop ambitieux. Parfois, il sera ailleurs. Ah, on n'avait pas été assez disruptif. Une chose est sûre, hein, vous arrivez au damier là, vous vous retournez sur le chemin parcouru, jamais vous verrez ça. Si vous arrivez au damier et vous vous retournez, eh bien vous allez avoir un truc qui ressemblera à ça. Parce que le réel, ça aura été ça. Rien que des machins totalement improbables et ainsi de suite. Et enfin, je finirai avec ça. C'est un point important, ça, dans les communautés. On n'est pas tout seul. Et dans le fond, celui ou celle qui est le plus à même de me rendre optimiste, c'est un truc qu'on a un peu tendance parfois à oublier. Je n'ai pas l'impression qu'ici vous l'oubliez en revanche. Ça s'appelle l'autre. Et l'autre avec un grand A. Vous voyez, là, je suis totalement convaincu que, et on l'a vu, on l'a étudié pendant le confinement, c'était à peine cette université, qui est la grande université des études sur l'optimisme dans le monde, s'était rendu compte que dans les entreprises où les collaborateurs, les hommes et les femmes qui y travaillaient, affirmaient le plus haut niveau de confiance, non pas dans leur hiérarchie, c'est toujours bien la hiérarchie, les patrons, tout ça, mais non, en eux-mêmes, les autres, mes collègues. Je pars du principe que j'ai plutôt confiance dans la compétence de mes collègues. J'ai plutôt confiance dans leur engagement, plutôt dans leur loyauté, etc. Dès l'instant où les gens se font confiance à leur niveau, entre eux, le niveau global d'optimisme collectif a tendance à augmenter. Et donc ça déclenche, je dirais, un principe de base qu'on devrait toujours cogiter, c'est que, premièrement, pour attirer les opportunités, la meilleure façon, c'est quand même d'en devenir une. Alors, ça marche en business et en amour. Sur l'amour, c'est une autre conférence. Et surtout, deuxième règle d'or, c'est là, je pense que si celle-là, elle était davantage mise en œuvre, il y aurait moins de guerre. Et elle est fondamentale en psychologie sociale, on appelle ça l'échange de valeurs et d'utilité. La manière la plus sûre pour atteindre ses objectifs dans la vie, ben, je suis navré, c'est de toute façon toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Parce que dès l'instant où j'aide les autres, dont j'ai besoin, j'avoue, à atteindre leurs objectifs, je passe mon temps à semer des graines de réciprocité. Elles germeront pas toutes. Non. Il y en a, ça mourra de sa belle mort, c'est pas grave. Et dans le lot, il y en aura qui de temps en temps germeront. Et à un moment donné, celui ou celle qui est en face de moi, lui ou elle, pour atteindre ses objectifs, il aura besoin de m'aider à atteindre les miens, mais en rentrant dans une chaîne
dans une boucle de confiance, d'échange, etc. Et plus on a compris qu'en fonctionnant comme ça, on atteint tous nos objectifs collectivement, je suis navré, ça devient de plus en plus difficile de se faire la guerre trop longtemps. Voilà. Partons de là, si vous voulez, demain est un autre jour. Ça, c'est une phrase qui avait été écrite, ça m'a de la fin, par une poète américaine qui disait que l'optimisme, c'était l'incarnation humaine du printemps, parce que le printemps, c'est la seule saison qui n'a pas d'extrême. L'été peut être extrême, hein, canicule. L'automne peut être extrême, trop gris, trop triste, trop pluvieux. L'hiver peut être extrême, on peut se cailler gravement. Le printemps, c'est rare. C'est rare que les gens vous disent « Oh, le printemps, c'est bien trop printemps. Oh. » La nature comme ça qui redémarre, des fleurs partout, les gens qui rallongent, on tombe amoureux tous les 4 matins, c'est insupportable. Non, la plupart du temps, je dis « Non, c'est bien, et quand le printemps, ça n'est pas. » Il y a du pollen, bon, mais globalement, c'est pas mal. Parce que notre inconscient collectif, depuis l'ASCO, nous apprend, nous dit, nous rappelle que tous les ans, quel qu'ait été l'hiver, c'est marrant, il se passe systématiquement à un moment donné un truc qui revient comme ça. Et ça, en nous, c'est très archaïque. Ça signifie que, imaginez que vous soyez demain un homme ou une femme optimiste, et vous l'êtes probablement, pourquoi est-ce que votre optimisme, il donne de l'énergie aux autres? Parce qu'il se passe un truc dans leur tête. Parce que quelque part, ils se disent, en parlant de vous, parce que vous êtes peut-être plus optimiste que la moyenne, ils disent, ouais, ah, il n'est pas parfait, hein? Ah, non. Elle a ses défauts. Ouais, peut-être. Mais tu vois, je ne sais pas comment te dire, quand tu travailles avec lui ou avec elle, quand tu développes avec lui ou avec elle, quand tu crées un projet avec lui ou avec elle, ne serait-ce que quand tu vis avec lui ou avec elle, je ne sais pas comment il se débrouille, mais c'est quelqu'un, tu te dis que tant que tu seras avec lui ou avec elle, tout pourra toujours devenir possible. Je peux vous dire que si on dit ça de vous, aujourd'hui déjà, puis on le dira de toute façon demain, excellente nouvelle pour vous, excellente nouvelle pour vos proches, ici en l'occurrence, excellente nouvelle pour OpenCell et ses clients et ses partenaires, et à mon avis, excellente nouvelle pour la société tout entière. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on a bien fait d'être là ce soir. Merci. Je ne sais pas si après une interview comme ça, il y a des questions. Cela dit, vous pouvez les poser parce que moi, quand j'ai un verre à la main, ça m'inspire. Je suis là, je m'en dois, rassurez. Même de spritz, le spritz aussi. Ça. En tout cas, j'espère que vous êtes regonflé d'optimisme. Merci beaucoup, Philippe. C'était génial. On va accueillir chaleureusement Amstel. Alors, c'est la première fois qu'elle prend la parole en public, donc je veux que vous l'applaudissiez très très fort. Disons que j'essaie de rester optimiste après le passage de ces deux grands orateurs. Je vais faire mon mieux. Tu es formidable. Tu vas nous parler de ta passion, de tes patients, si j'ai bien compris. Oui. L'art-thérapie, l'univers psychologique. On découvre tout ça, on est bébés aussi, donc tu peux y aller. Et puis, comment t'es tombé dans le street art? Tu as la parole. Donc, bonsoir à tous. Je me présente. Je m'appelle donc Amsted. Dans le street art, on n'utilise pas son vrai nom, on choisit un blaze pour nous représenter dans la rue. Donc moi, Ams, c'est mon surnom, je m'appelle Amélie, mon petit nom c'est Ams, et Ted, c'est mon mari. J'ai choisi ce nom parce que ça fait 20 ans que je partage ma vie avec lui. Je pense que peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent ce que ça fait de vivre pendant de longues années avec quelqu'un, et de comment ça peut nous marquer. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce nom parce que je dirais que c'est quelque chose qui me représente à part entière. Du coup, je vais vous raconter mon histoire. Donc à la base, je suis aide-soignante, j'ai travaillé en psychiatrie pendant environ une quinzaine d'années. Quand je travaillais avec les patients, j'essayais d'intégrer dès que je le pouvais des séances avec la créativité parce que je trouvais que ça m'amenait en fait un lien différent avec le patient, au-delà de la contrainte parfois, la négociation des traitements et tout ça. Après ces 15 années, j'ai eu envie de me former à l'art-thérapie pour que ça ne devienne plus que mon métier. Le métier d'art-thérapeute, ça consiste en fait à travailler avec la créativité du patient par le champ de la psychothérapie. Durant cette formation, quand on écoute les cours, parfois on aime bien un peu griffonner. Et donc j'ai commencé à faire en fait ces lignes répétitives que vous pouvez voir ici. Ça c'est vraiment un de mes premiers dessins quand j'ai commencé en 2019. Ces lignes, en fait, c'est devenu quelque chose de complètement obsessionnel pour moi, que je reproduisais en permanence, tout le temps. Ces lignes répétitives, en fait, j'ai eu envie de les relier au test de Rorschach. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Les tests de Rorschach, en fait, c'était des tests qui étaient utilisés avec les tâches pour aider à
poser des diagnostics ou en tout cas à donner des idées sur les structures psychiques des patients. Et en fait, moi, avec mon travail abstrait, en fait, si vous voulez, l'humain, face à l'incompréhension, il a besoin de donner du sens. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure avec ton personnage et avec le record de likes qui, en fait, était un peu relié au fait qu'on identifiait directement le message. Nous, notre cerveau, il a besoin de se rattacher à quelque chose qu'il connaît. Et donc, pour faire lien un peu avec l'art-thérapie, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que les gens vont voir à travers ces lignes, qu'est-ce que ça peut leur évoquer. Et parce que finalement, ça vient parler d'eux. Quand on parle de ce qu'on voit, c'est ce qui va nous parler à nous en fonction de notre vécu, de nos sensibilités. Donc voilà, je me lance dans le dessin, les toiles, et puis assez rapidement, j'ai envie d'explorer les murs. Donc là, c'est ma première peinture sur mur, où j'avais trouvé intéressant le fait qu'il y ait des fenêtres et en fait de créer quelque chose de mouvant et d'organique à travers le contexte dans lequel je me situais. Et en général, du coup, quand je peins, j'essaie de choisir des lieux qui s'y prêtent en fait pour, par exemple, une plaque d'égout, comme si ça sortait de là ou si ça allait s'y plonger. Non, mais tu penses pas. Voilà, elle est presque finie. Et donc, quand j'ai fait cette peinture, moi, je me suis lancée, je suis autodidacte, je ne voulais pas préciser, mais je me suis lancée comme ça et je m'attendais à un résultat qui serait minable, en fait. Et bon, après, c'est subjectif, mais en tout cas, je me suis sentie valorisée par cette pièce que je ne trouvais pas si minable que ça, et ça m'a donné envie, du coup, d'expérimenter encore plus mon travail sur les murs. Sauf que là, Covid, on est en 2020. Donc, du coup, couplé dans mon élan, je suis du coup en milieu hospitalier, donc fallait rester optimiste, malgré le contexte. Et bon, du coup, j'ai peint sur des feuilles, puisqu'on n'avait rien d'autre à ce moment-là. Et je me suis rendu compte, en l'éprouvant, en fait, par moi-même, parce que j'avais beau le transmettre à mes patients, je pense que c'est important de pouvoir le vivre par soi-même. Et ça sera beaucoup plus parlant, du coup, quand on le transmet aux patients, de voir qu'à nous aussi, ça nous fait du bien, en fait, de peindre. Donc j'ai fait un compte Instagram et j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait évoquer aux gens de voir mon travail, quel retour je pouvais avoir. Je reviens un peu sur ce que tu disais. Qu'est-ce qui fait qu'on existe? C'est dans le regard de l'autre, en fait. Qu'est-ce que l'autre va nous renvoyer quand il nous regarde, de la vie qu'il va donner sur ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai souhaité m'exposer et créer un compte Instagram. Bon voilà, par exemple, là, des peintures dans le contexte, essayer d'amener un peu de couleur dans la nature. Donc le compte Instagram. J'ai pas mal de retours qui du coup m'encouragent, j'ai envie d'aller plus loin. Et là, je suis un petit peu de l'équipe qui ne t'entraîne à rien. Et je vois un concours avec la marque de peinture PBO et la péniche Fluctuart qui est dirigée par Nicolas Logero-Lasserre. Donc bon, je tente, j'envoie une toile et je termine dans les finalistes. Et ma toile est repérée notamment par Nicolas qui a un gros coup de cœur dessus. Voilà. Splendide. Voilà. Splendide. Donc je rencontre Nicolas au vernissage et puis en fait ça a été un peu le tremplin à ma carrière artistique où on a eu un coup de cœur réciproque qui m'a fait peindre dans un foyer qui s'appelle la Mine de Pain. C'est un foyer d'accueil pour des personnes qui sont SDF et Nicolas a décidé d'investir les lieux avec des artistes pour décorer un peu et améliorer leur cadre de vie. Du coup j'avais fait une anamorphose qui est en fait une illusion d'optique et selon comment on se plaçait par rapport au poteau, la peinture se reliait en fait. Donc ça c'était un peu le test pour travailler avec Nicolas et bon, ça a été concluant puisque je suis là avec vous aujourd'hui. Et depuis, tous les projets qu'on a vus auparavant, c'est Nicolas qui m'a mis sur des plans vraiment super intéressants, médiatisés, comme le pont de l'Alma. Donc il y a 1 an, c'était la scène artistique où il avait fait intervenir 5 artistes. Et là, c'était vraiment un défi pour moi parce que la fresque faisait 100 mètres sur 5. Donc ça faisait 2 ans que je peignais à l'époque quand même. Donc c'était un défi là aussi, comme ce soir. Donc bon, maintenant c'est terminé, c'était éphémère, c'était pour l'été de l'année dernière. Donc là, c'était très physique. En fait, on n'imagine pas à quel point c'est fatigant de peindre. Et déjà dans la concentration, parce que quand je peins,
je ne fais pas de maquette ou de croquis, je marche à l'instinct en fait. Et donc je crée au fur et à mesure, je vais adapter ma composition, rééquilibrer sur le moment. Donc j'ai une idée, on va dire, globale, mais que j'adapte après au moment où je peins. Donc là, bon, j'avais un assistant parce que j'avais peu de temps pour la réaliser. Toutes les lignes bleues qui représentent mon identité artistique, bah, c'était à moi de le faire. Voilà. J'ai eu beaucoup de courbatures. Voilà, donc un exemple de fresque murale. Voilà, donc ça c'est plus ce qu'on appelle dans le milieu du vandale. En fait, il y a deux catégories de peinture. Le vandale, c'est quand on s'approprie un mur dans l'espace urbain et qui n'est pas autorisé, donc avec les risques que ça encourt. Donc là, voilà, ces deux là symbolisent un peu le vandale. Et après, il y a les terrains. Donc là, à gauche, c'est un terrain. En fait, c'est du coup soit des murs qui sont légaux ou alors un peu des friches, voilà, des endroits abandonnés où du coup, il n'y a pas de risque. En fait, quand je peins, je choisis des couleurs qui correspondent à des éléments de la nature. Donc ça peut être des éléments de la faune ou de la flore. Et j'essaie de sensibiliser le public, le monde qui nous entoure en fait. Donc quand j'ai une commande et que je vais peindre dans un endroit, j'essaie de me renseigner sur le local, de quelle espèce vit à cet endroit-là, et d'en reprendre voilà, les couleurs. Donc d'ailleurs ce soir vous me verrez peindre après, je serai un peu plus à l'aise que maintenant. Et comme ça vous verrez le processus, j'ai déjà fait les couleurs de fond là, pour gagner du temps, mais vous verrez comment je procède pour faire mes lignes. Et puis oui, pour refaire un peu le lien avec l'art-thérapie, donc moi j'ai eu une vie un petit peu compliquée où la vie m'a amené des événements difficiles. Donc je gardais un peu un fond anxieux en moi et je peux vraiment dire que la peinture est venue apaiser en fait ce sentiment d'anxiété. Et du coup j'ai lu pas mal d'études concernant l'art-thérapie, notamment une de l'OMS en 2019. Qui a prouvé que de pratiquer de l'art en général venait baisser le taux de cortisol qui est l'hormone du stress en fait. Là il faudrait que je pète. Il faut peindre. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, après du coup. Très bien, voilà. très bien. Je crois qu'on peut l'applaudir de nouveau. C'est pas un exercice facile. Je lui ai demandé il y a à peu près 4-5 mois de faire cette intervention. Il y a 1 an et demi, ici, j'étais devenue toute rouge. Et elle stressait déjà à l'époque. Imaginez un petit peu l'accumulation de stress qui est arrivée. En tout cas, félicitations. J'adore ton travail. Je vais t'exposer à notre étage.